Bonjour à toutes et tous. Je suis Nicolas Verzotti, donc paysan maraîcher à Le Thor, près d'Avignon, dans le Vaucluse, et administrateur du réseau des CIVAM sur les questions d'alimentation et de son accessibilité. Alors, je vais commencer par présenter les CIVAM pour ceux qui ne connaîtraient pas notre structure, nos groupes. Alors, nous sommes un réseau d'éducation populaire incarné par 8 000 agricultrices et agriculteurs répartis dans 120 collectifs sur tout le territoire. Et le réseau des CIVAM est un pilier d'agroécologie en France. Il fait partie du monde agricole qui porte haut la démocratie alimentaire parce qu'elle est pour nous le meilleur moyen de cultiver des solutions pour répondre aux enjeux qui sont liés à notre alimentation. Alors, nos groupes sont notamment identifiés parce qu'ils ont créé des outils permettant de caractériser la durabilité d'un système de production, avec l'intention, et c'est ça qui compte, dirait Florent Janicatrice, de développer les pratiques agroécologiques pour produire une alimentation qui soit durable et accessible. Ce qui veut dire que dans les CIVAM, on s'intéresse aux questions d'évaluation, d'indicateurs, mais pas n'importe comment. Je dirais qu'on est attaché à cette idée de qu'est-ce qu'on doit regarder pour vérifier qu'on est sur la bonne voie par rapport à l'ambition qu'on se donne. Alors, le contexte d'inflation nous interroge sur les capacités de résilience de nos fermes face à la flambée des prix et de répercussions sur l'accessibilité alimentaire. Alors, d'où l'idée de déposer ce projet de recherche-action qui est en cours de dépôt, qui est en cours de rédaction, qu'on a commencé par intituler Stratégie d'adaptation pour une alimentation durable et accessible en contexte d'inflation. Et dans ce cadre de recherche, on souhaiterait se donner les moyens d'objectiver les impacts de l'inflation sur nos systèmes alimentaires locaux et observer les stratégies d'adaptation mises en place par les différents acteurs. Et là, en s'intéressant plus particulièrement au double enjeu de durabilité agricole et de lutte contre la précarité alimentaire. Alors, les travaux de Florent Janicatrice sur les indicateurs ont attiré notre attention et c'est ce qui nous a motivés à organiser ce webinaire. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation et je vais lui passer la parole pour écouter attentivement. Oui, eh bien, merci vraiment à tous. Je pense que Madame Darmon doit avoir son micro allumé, si je peux me permettre, ce qui n'est pas un drame, mais c'est peut-être mieux si chacun coupe son micro. Donc, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier vraiment chaleureusement Mélanie Théodore et Nicolas Verzotti, avec qui nous avons préparé cette séance et qui m'ont fait confiance en me proposant cette conférence autour de la question de l'inflation. Donc, je ne vais pas évoquer l'ensemble des questions que je traite habituellement et qui peuvent porter sur les questions d'indicateurs alternatifs et de performance. Je vais me centrer sur la question de l'inflation. Et cette question-là va embarquer avec elle des questions qui relèvent de la qualité et qui relèvent de la démocratie. Et de ce point de vue, il me semble que ça peut rejoindre certaines des problématiques qui sont développées par les CIVAM. Et voilà. Alors, j'ai prévu une intervention d'environ 1 heure. Surtout, Mélanie, s'il y a un moment, vous voyez qu'on n'entend plus ou qu'il y a un problème technique, vous me le signalez parce que pour voir mon propre écran, je suis obligée de mettre voilà, de réduire la partie des petits médaillons avec vos visages, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Et voilà, simplement pour terminer, avant de débuter mon topo, vous dire que donc moi je suis professeure d'économie, j'appartiens à un laboratoire à l'Université de Lille qui s'appelle le CLERC. Et CLERC, ça signifie le Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques. Et comme vous allez l'entendre dans mon propos, le CLERC m'a un peu forgé puisque c'est un des rares laboratoires en France qui fait dialoguer les économistes et les sociologues. Et donc, je pense que je pourrais ne pas trop vous perdre dans mon propos. Alors, j'y vais. J'ai 4 points que je voudrais évoquer avec vous. Le premier qui est vraiment ce contexte peut-être d'un nouveau régime d'inflation qui a été présenté par Nicolas Verzotti juste avant mon intervention. Un deuxième point qui me semble important, y compris pour des raisons de démocratie, essayer de comprendre comment on mesure l'inflation. Finalement, cette donnée n'est pas une donnée, elle a été construite dans un contexte particulier.
Et ça sera mon point 3, elle fait l'histoire, elle a de tout temps été soumise à un certain nombre de conflits sur lesquels je vais revenir, en tout cas certains d'entre eux. Et puis, je vais terminer mon propos sur la question des budgets qu'on appelle les budgets de référence, qui sont parfois considérés comme une modalité peut-être alternative de la mesure de l'inflation. Ce n'est pas tout à fait ce pourquoi ils sont prévus, mais en tout cas, il y a des problématiques actuellement qui visent à essayer de verdir les budgets pour vivre une vie décente ou encore budget de référence. Donc, j'en viens à mon premier point dans ces 4 temps de mon intervention sur quel est ce nouveau régime d'inflation, comment le caractériser, quels en sont peut-être aussi un certain nombre d'éléments explicatifs. Alors là, je vous présente dans ce graphique ici, j'espère que vous voyez bien, une évolution de l'indice des prix à la consommation. Et si jamais vous ne le savez pas, l'IPC, indice des prix à la consommation, c'est l'indicateur de la mesure de l'inflation. Donc, j'aurais pu mettre évolution de la mesure de l'inflation dans le temps, avec une inflation qui commence à être, disons, mesurée de manière assez rigoureuse par la statistique publique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui était marquée déjà par une inflation générale très très forte, puisque voilà, le retour de la Deuxième Guerre mondiale était un régime très inflationniste, on était à des inflations au-dessus de 40%. Et puis vous voyez qu'on a connu entre les années 70 et 90 une inflation assez forte, et ensuite ça s'est atténué à partir de 1984 à peu près. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est que l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, elle est l'inflation la plus élevée que nous ayons connue depuis 1984. Donc, si je compte bien, ça fait depuis 40 ans. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'on soit dans un épiphénomène, quelque chose d'ordinaire que nous aurions déjà connu. 40 ans, c'est quand même quasiment 2 générations ou une génération et demie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez assez spectaculaire qui est en train de venir ici, ou en tout cas qui est en cours, même si évidemment, ce n'est pas tout à fait comparable, mais je vais revenir à ce qui s'est passé dans les années 70 et 80. Deuxième élément, on dit souvent que l'énergie joue un rôle particulier dans l'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Et là, j'ai tiré ce graphique d'un rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat, avec un rapport thématique de l'inflation qui a été rédigé par Stéphane Dess, dans lequel, en effet, il montre que sur les années 2019-2021, disons 20%, en tout cas sur ces 2 dernières années, de l'inflation pourrait être expliquée par l'énergie. Mais ça veut dire aussi qu'il se passe bien d'autres choses que simplement l'énergie pour contribuer à éclairer les raisons de ce nouveau régime d'inflation, si toutefois il était amené à perdurer. Troisième élément, et qui à mon avis qui va vous intéresser au premier chef, si je retiens simplement dans l'inflation actuelle l'évolution des produits alimentaires, en reprenant simplement la source INSEE, donc la source de la statistique publique qui produit mensuellement les données de l'inflation, eh bien 2022, c'est la plus forte inflation annuelle depuis le début des années 60. Donc, ça fait 60 ans qu'on n'a pas connu d'inflation alimentaire aussi forte que celle qu'on connaît actuellement. Donc là, on est vraiment sur un phénomène tout à fait spectaculaire, tout à fait inédit, et en particulier si on regarde ce qui s'est passé sur ces 25 ou ces 35 dernières années, 1990 à aujourd'hui. Donc, il se passe quelque chose, en particulier du point de vue des produits alimentaires, même si ce ne sont pas les seuls, mais qui rend peut-être cette inflation et ce régime inflationniste assez atypique, à la fois économiquement et évidemment socialement, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pardon pour ce très gros et ce massif PowerPoint, mais simplement, ça me donne des petits points de repère. Donc, les économistes dont je suis, et aussi souvent entre l'idée que ce phénomène de l'inflation qu'on aurait aujourd'hui serait purement conjoncturel, et pour certains, considérant que ce régime serait plus structurel. Moi, j'avoue, j'ai pas rien à avouer, mais ça fait plusieurs années que je dis que sans doute le régime inflationniste que
que l'on observe aujourd'hui sera structurel pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je vais revenir. Et je me suis opposée en cela à pas mal d'économistes dans différentes conférences depuis 2-3 ans qui ont pour certains très souvent considéré que l'inflation était purement conjoncturelle. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs, disons, presque conjoncturels qui peuvent être mis en avant, mais parmi ces facteurs conjoncturels, certains ne le sont pas du tout. Conjoncturel, ça veut dire de court terme, hein, qui arrive voilà, de manière un peu ad hoc pour une raison un peu d'événements actuels. Donc, parmi ces facteurs traditionnellement mis en avant, il y a évidemment ce qu'on pourrait appeler la désorganisation techno-industrielle qui est liée au confinement. Hein. Je pense que les confinements ont joué vraiment quelque chose, un rôle fondamental, en particulier de stop and go, y compris en Asie, où on mettait les usines et les entreprises à l'arrêt, le système agricole aussi, puis ensuite on repartait sur de l'activité avec entre-temps des gens qui avaient été mis au chômage technique, mais certains qui avaient été mis au chômage tout court et qui ont voilà, un peu ralenti le système d'organisation techno-industrielle. Évidemment, la guerre en Ukraine, russo-ukrainienne, s'est invitée dans ce moment de la pandémie ou juste après la pandémie avec des pénuries provoquées directement par ce conflit géopolitique. Vous avez, troisième élément, l'arme économique que constitue le prix du gaz dans ce conflit majeur. Hein, il y a vraiment des intentions véritablement de jouer contre la dynamique économique des pays hors Russie et qui ont un effet sur ce prix de l'énergie qui va évidemment avoir des effets en cascade sur l'inflation de manière générale, j'y reviendrai aussi. Et puis, c'est un facteur inflationniste qui est traditionnellement mis en avant, même si évidemment parfois il est insuffisamment à mon goût, sont les logiques de spéculation énergétique et les logiques de spéculation des principaux produits alimentaires de base qui devraient sans doute être mis beaucoup plus en avant dans les éléments qui sont créateurs d'inflation. Deuxième élément, les rapports de force et l'état du marché qui évidemment joue beaucoup aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans les médias vraiment un débat récurrent. Est-ce que ce sont les salaires est-ce qu'on est dans une boucle plutôt dans une spirale salaire-prix ou est-ce qu'on est dans une spirale plutôt prix-profit? Bon, il va de soi que de plus en plus la littérature nous convainc du fait que on est plutôt dans un régime, disons, de greedflation, c'est-à-dire un régime dans lequel les entreprises, en particulier les très grosses entreprises, profitent de ce régime d'inflation pour se reconstituer des marges, pour une raison qu'on peut bien comprendre en tant que citoyen ou que ménage. Finalement, on perd un peu nos points de repère nos points de repère cognitifs sur ce que sont les justes prix, et c'est l'occasion pour les entreprises éventuellement de se reconstituer leurs marges. Donc le rapport Foodwatch en a parlé en insistant en particulier sur la spéculation, mais on a aussi des auteurs comme Panetta, qui est membre du directoire de la Banque centrale européenne, qui annonce en février 23, je le cite, « Certains producteurs ont exploité l'incertitude créée par une inflation élevée et volatile et les inadéquations entre l'offre et la demande pour augmenter leurs marges au-delà de ce qui était nécessaire pour absorber l'augmentation des coûts. Nous devons surveiller le risque d'une spirale profit-prix. Nous devons surveiller que le risque d'une spirale profit-prix ne rende l'inflation sous-jacente plus rigide. » Et puis le FMI, le Fonds monétaire international, s'y met aussi en juin 23, donc il y a à peine quelques mois, nous dit que en gros les profits des entreprises constituent aujourd'hui au niveau mondial, au niveau européen, presque la moitié de l'inflation de la zone euro. Donc on est évidemment sur un état de force, état du marché, c'est-à-dire que dans les années 70, sans doute il y avait eu une sorte comment on appelle ça, de boucle, de spirale prix-salaire, parce qu'on avait des syndicats qui étaient encore très très forts et qui réclamaient des hausses de salaire au moins équivalentes à l'augmentation de l'inflation pour reconstituer le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, étant donné le rapport de force entre
entre le capital et le travail pour parler très très vite, eh bien, un certain nombre d'entreprises, évidemment les plus grosses parmi les entreprises, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, eh bien, reconstituent plutôt leurs profits. Et encore une fois, la BCE comme le FMI en sont maintenant convaincus, donc il faut tenir compte de cela pour les réflexions qui suivront. Troisième élément, dans ce nouveau régime d'inflation qui, de mon point de vue, justifie les raisons pour lesquelles l'inflation sera beaucoup plus structurelle que ce que ne dit souvent la littérature. Mais vous savez, par exemple, Bruno Le Maire, comme la BCE, comme la Banque de France, ont tout intérêt à dire que bientôt l'inflation sera finie parce qu'il y a un effet très, très psychologique dans l'inflation. Plus les gens pensent qu'il va y avoir de l'inflation et plus éventuellement, en particulier les entreprises, augmentent leurs prix pour essayer de se construire un filet de sécurité. Et donc, il est aussi de la responsabilité des institutionnels, d'une certaine manière, de jouer un peu sur la psychologie des acteurs économiques en annonçant que l'inflation va être plus faible que ce qu'elle n'est. Mais évidemment, il y a vraiment des vents contraires pour la baisse de l'inflation. Et parmi eux, il y a les facteurs écologiques qui vont être des facteurs inflationnistes, soit contraints, soit choisis d'une certaine manière du fait des politiques de transition qui, j'espère, ne manqueront pas d'arriver. Alors, parmi les facteurs contraints, c'est tout ce qu'on est en train de vivre finalement mois après mois. Des régimes de pénurie, cette fois pas du tout créés par la géopolitique, mais si vous avez des giga-feux, vous avez la filière bois qui est quand même en péril. Si vous avez des giga-feux, si vous avez des sécheresses, vous avez des conséquences sur les récoltes et là encore des possibles pénuries en tout cas localisées. Vous avez aussi des risques sur le petit maraîchage si vous avez des sécheresses à répétition et qui se traduisent par un manque, une pression hydrique très très forte. Vous avez aussi des conséquences des sécheresses sur l'énergie hydraulique, c'est-à-dire celle qui nous permet d'avoir de la production électrique qui ne soit pas du nucléaire. Vous avez aussi, avec ces catastrophes écologiques, des rendements décroissants dans les productions d'énergie fossile, puisqu'on sait que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher ces énergies fossiles, et c'est sans doute tant mieux, mais ça aussi est une pression inflationniste inévitable, et puis des difficultés croissantes d'accès à un certain nombre de matériaux, comme le lithium, le cuivre, le cobalt, et qui provoquent des tensions dans la chaîne de valeur et qui vont eux aussi être une pression inflationniste très forte. Et puis j'ajoute un point qui est parfois oublié. Évidemment, chacun va voir exploser ses primes d'assurance dans les années à venir pour les catastrophes naturelles, 1 milliard par an de dépenses dans les années précédentes à 3,5 milliards aujourd'hui et sans doute beaucoup, beaucoup plus dans les années à venir. Et donc tout ça joue comme une pression inflationniste forte. Et puis, dernier point, et j'en ai fini sur ce premier élément de contexte, mais qui est important, il faut aussi parler de l'inflation avant de savoir comment on la mesure. Les facteurs, il va y avoir des facteurs inflationnistes, des politiques de transition. Là, il y a de plus en plus de rapports qui sortent là-dessus. Les politiques de relocalisation, il en faut, et c'est une bonne chose, hein, évidemment, enfin, moi j'y suis en tout cas tout à fait favorable, mais évidemment, comme on a connu 30 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon graphique, mais vous voyez que depuis le début des années 90, on avait une inflation assez faible. Une partie des raisons de l'inflation faible que l'on a connue depuis 30 ans, c'est parce qu'on a eu accès à des marchés mondialisés, et plutôt que de faire nous-mêmes un certain nombre de productions avec la protection sociale qui accompagne le travail et le niveau de vie qui accompagne aussi le travail de nos sociétés, eh bien, on a sous-traité ça au reste du monde, au Vietnam, à la Chine, aux pays d'Amérique latine, etc. Et donc, on a connu une forme de déflation, on pourrait dire une déflation mondialisée, c'est-à-dire, voilà, on a fait faire moins cher ailleurs, quitte à éventuellement être peu regardant sur la protection sociale de ces autres pays. Et inévitablement, les politiques de relocalisation vont avoir une pression inflationniste et un autre choix finalement de niveau de vie qu'il faudra avoir pour permettre à chacun de vivre décemment. Deuxième élément de facteur inflationniste des politiques de transition, c'est que quand on veut avoir des politiques sectorielles qui glissent
de production de ce qu'on appelle le brun parfois, c'est-à-dire toutes les productions qui sont sales en termes d'énergie fossile notamment, mais pas simplement vertes, des productions qui seraient plus vertes, eh bien ça va en tout cas un temps provoquer des dysfonctionnements sur le marché du travail, parce qu'il faut que les compétences se mettent à jour, il faut construire cette reconversion écologique que certains appellent de leur vœu, et ces politiques sectorielles, tant que le marché du travail ne sera pas en cohérence avec ces choix sectoriels qui devront arriver, eh bien évidemment ça peut aussi avoir une sanction inflationniste. Et puis dernier point et non des moindres, comme une partie des politiques écologiques passe par le signal prix, il va y avoir des taxations des énergies fossiles et plus généralement. Mais vous pouvez fermer votre micro, merci. Il va y avoir de la taxation des énergies fossiles sans doute, des taxes carbone, etc. Et évidemment, tout ça peut avoir une pression inflationniste, parfois inégale, confère les gilets jaunes. On va y revenir plus tard. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un état des lieux du contexte. Et je pense que déjà sur ces 4 éléments que je vous ai donnés, il y aurait déjà fort à dire, sans doute beaucoup de questions, voire de réflexions que vous pourriez amener au débat. Mais je continue mon propos de telle sorte que je tienne dans les temps et que nous puissions ensuite ouvrir très largement la discussion avec vous. Alors, mon deuxième point, c'est un peu celui par lequel moi-même je suis entrée dans la question de l'inflation, c'est comment on fait pour mesurer l'inflation. Si vous voulez, je fais partie de celles et ceux qui pensent que aucune donnée statistique n'est une donnée. Alors, aucune statistique ne tombe du ciel. Toutes les statistiques sont un construit social, né pour répondre à un projet politique particulier et, et le fruit d'un certain nombre de conventions, de choix, alors des petits choix techniques jusqu'à des grands choix politiques qui parfois peuvent conduire à des mécompréhensions de ces outils qu'on utilise pourtant de manière assez massive. Et donc, je me suis intéressée évidemment pendant de très nombreuses années, ce que disait Nicolas Verzotti dans son propos liminaire, aux indicateurs de croissance et de PIB. Et puis, depuis quelques années, je me suis intéressée, je me suis penchée plus largement sur comment on mesurait l'inflation. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, raconter la petite histoire, si j'avais trouvé un guide qui avait été fait par quelqu'un d'autre qui m'aurait expliqué comment on mesure l'inflation d'une manière approfondie et sans langue de bois, il va de soi que je l'aurais accueilli à bras ouverts et je n'aurais pas dépensé autant de temps à écrire 5 articles, 2 ouvrages sur la question de comment on mesure l'inflation. Mais en fait, ce qui m'a frappé au premier abord, c'est qu'il y a très très peu de travaux qui montrent de manière transparente comment cette inflation est mesurée. Et les travaux que je vais vous présenter, je les ai déjà présentés à l'INSEE même, donc elle accueille, elle n'aime pas trop la critique, mais en même temps, l'INSEE accueille quand même les travaux qui sont faits avec un certain nombre de rigueur. Donc, comment on mesure l'inflation? Eh bien, sachez que l'inflation, dans la proto-inflation, c'est-à-dire les premières mesures d'inflation sont assez récentes, ça date du début du XXe siècle, 1913. Et pour la petite histoire, la statistique publique de l'époque, qui s'appelait la statistique générale de la France, a été invitée par le gouvernement à essayer de construire une mesure de l'inflation. Il n'existait rien avant, parce qu'il faisait face à des manifestations de ménagères, hein, je mets des guillemets évidemment, mais qui étaient extrêmement excédées par l'explosion du prix du pain et qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Enfin, vous voyez des tas de choses qui résonnent quand même à nos oreilles de manière assez cohérente avec ce qui se passe aujourd'hui et qui vont se mettre en révolte véritablement, faire des grèves. Il y a même eu quelques morts à la faveur d'un conflit dans une des régions de France, puisque c'était un mouvement qui s'était quand même assez étendu. Et donc, le gouvernement, un peu sous pression, sous la pression de ces ménagères, eh bien, a décidé de construire un panier pour essayer d'évaluer dans le temps comment évolue en moyenne la consommation courante d'un ménage. Alors, en 1913, ce qui fait partie de ce panier des biens dont on va suivre l'évolution du prix dans le temps, puisque c'est ça la mesure de l'inflation, c'est vous prenez un panier puis vous regardez comment il évolue dans le temps, eh bien,
il est constitué de 13 biens de consommation et il est à l'époque représentatif d'un ménage ouvrier de la région parisienne. Parce qu'évidemment, la révolte à l'époque, elle émanait plutôt des catégories socio-professionnelles ouvrières, c'était les ménagères de l'ouvrier, et la région parisienne, parce qu'à l'époque, la statistique générale de la France n'avait pas les moyens d'avoir un réseau territorial étendu, et donc cette mesure de l'inflation était représentative de cela. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans ce panier de biens? Alors, évidemment, le chariot est un peu anachronique pour 1913, hein, mais voilà. On y trouvait du pain, de la viande de boucherie, du porc, du beurre, des œufs, du lait, du fromage, des pommes de terre, des légumes secs, du sucre, de l'huile comestible, du pétrole, de l'alcool à brûler. Et donc, ces 13 paniers, ces 13 biens, en gros, on regarde l'évolution de leur prix sur une période, et ensuite, on fait une sorte de moyenne arithmétique que l'on pondère par la part de chacun des biens dans l'ensemble du panier. Vous voyez, parce que en fait, on ne va pas prendre si le pain a augmenté de 5% et que la viande de boucherie a augmenté de 5%, on ne va pas dire en moyenne ça a augmenté de 5%. On va prendre la moyenne, mais pondérée par la part que constituent le pain et la viande à l'époque à l'intérieur du panier de biens. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le coefficient le coefficient budgétaire. Donc, la mesure de l'inflation 1913, c'est donc l'évolution du prix moyen d'un panier de biens dont le prix est suivi dans le temps. Évidemment, la grande difficulté de la statistique publique, et là aussi je serais obligée d'y revenir, c'est que pour pouvoir mesurer de manière solide l'évolution de l'inflation, eh bien, il faut que le panier de biens dont il est question soit fixe dans le temps. Alors évidemment, la fixité du panier de biens, c'est héroïque. C'est héroïque parce que les gens ont des comportements d'achat qui évoluent, parce que les entreprises innovent beaucoup et il y a une sorte de turnover autour des produits. Il y a des produits qui se trouvaient évidemment en 1913. Aujourd'hui, l'alcool à brûler se trouve certainement plus dans le panier de l'inflation, etc., etc. Et donc, cette notion de panier de biens fixe, et d'ailleurs, il faut aussi que la qualité de ces biens soit constante dans le temps. Parce que si votre pain a une qualité qui se dégrade, évidemment, ça va avoir en fait un effet inflationniste implicite. Alors ça, c'est pour ce qui s'est passé en 1913. Et puis en fait, vous avez eu pendant toute l'histoire, sur un siècle, 9 générations d'indices qui ont été amendées par l'INSEE elle-même au cours du temps. Donc première génération 1913, deuxième génération en 50, et puis comme ça jusque 2020, qui est la dernière génération dans la manière de mesurer l'inflation en France. Alors évidemment, je ne vais pas tout passer en revue, mais simplement par exemple, en 1913, vous aviez un panier de 13 biens. Et puis, au cours du temps, jusqu'à juste après la Première Guerre mondiale, quand on a constitué non plus le proto-indice, mais un indice plus solide, il comprenait ce qu'on appelle 34 articles. En gros, un article, c'est un bien. Et puis ensuite, en 1950, on est passé à 213 articles. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, disons qu'on a à peu près 1100 variétés de biens qui constituent le panier permettant de mesurer l'indice. Et on a même, avec la 9e génération de 2020, des choses plus compliquées sur lesquelles je vais revenir. Juste un petit point qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de 1990, se sont construits des indices hors tabac et c'est à partir du début des années 90 aussi qu'on ne se centre plus simplement sur l'ouvrier, mais on se centre sur l'ensemble des ménages avec cette idée avec cette idée qu'il faut avoir un indicateur qui puisse parler à tous. Mais évidemment, parler à tous prend le risque de ne plus parler à personne si vous avez une hétérogénéité dans les comportements de consommation, en particulier du fait des inégalités économiques. Il va de soi que l'inflation, on y reviendra aussi, mais d'un ménage pauvre ou d'un ouvrier n'est pas la même que celle d'un capitaliste financier qui ne sait plus quoi faire de l'ensemble de ses yachts. En 2022, donc, on a aujourd'hui un indice des prix qui est quelque chose d'important pour l'INSEE parce que
à la fois, c'est l'indicateur qui est le plus observé, le plus ausculté, mais bien avant qu'il y ait une reprise de l'inflation. C'est vraiment l'indice de l'ensemble des indices construits par l'INSEE qui est le plus ausculté, qui est le plus téléchargé sur Internet, etc. etc. Et c'est aussi celui dont le département, ce qu'on appelle le département des prix à la consommation, est le plus volumineux en personne parce que ça nécessite vraiment des traitements assez importants. Donc, vous avez 1100 variétés de produits à l'intérieur de ce panier. Jusque 2020, il y avait 400 000 relevés tous les mois qui étaient réalisés par des enquêteurs et surtout des enquêtrices de l'INSEE sur un certain nombre de réseaux de distribution hétérogènes, de la grande surface à la petite surface, etc., au low cost évidemment. Et puis, la moitié de ces 400 000 relevés étaient faits en ce qu'on appelle en collecte tarif, c'est-à-dire soit c'est par exemple les tarifs des assurances qui sont pas qu'on n'achète pas dans des grandes surfaces, que ce soit aussi les prix des biens vendus dans le e-commerce qui sont aussi de plus en plus collectés par l'INSEE. Et en gros, aujourd'hui, l'INSEE considère qu'elle capte à peu près 98% des biens et des services de la consommation dans son indice d'inflation. Elle fait aussi autre chose depuis 2020, c'est que l'INSEE a construit une convention avec les hypermarchés et elle collecte des millions, c'est comme ça qu'elle le dit, de données de caisse avec ce qu'on appelle un dispositif de big data et de données scannées pour les biens qui ont en tout cas des codes barres dans les grandes surfaces. Donc, il y a beaucoup de fruits et légumes qui n'ont pas de code barre et qui échappent à ce traitement. Le ménage français moyen est celui qui est ciblé dorénavant, mais déjà depuis la fin des années 80. Et aujourd'hui, donc on ne raisonne plus avec la liste de ces 1100 variétés, qui d'ailleurs est secrète, on ne la connaît pas cette liste, mais en revanche, on a des pondérations autour de ce que constitue chacun des grands postes du budget des ménages et qui donne le poids dans l'indice des prix à la consommation de chacun des éléments. Donc, en moyenne, par exemple, aujourd'hui, en 2022, il y a environ 15% de l'inflation qui est constituée par les produits de l'alimentation. 4% par l'alcool et le tabac, 3,5% par l'habillement, 9% seulement par le logement, on pourra y revenir si vous voulez. L'équipement du logement, 5%, l'énergie dans le logement et les services, 6%, donc voilà, c'est le logement hors énergie, etc. La santé, 11%, le transport, 14%, hébergement et restauration, 6,5%, et les autres services, près de 14%. C'est tout cela qui constitue aujourd'hui le panier des biens et services de l'INSEE. Et puis, là, je ne vais pas l'évoquer parce que ça dépasse un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais je vous indique simplement qu'avec le temps, l'INSEE a énormément transformé sa manière de mesurer l'indice des prix. Elle a des dérogations multiples par rapport à cette moyenne arithmétique que j'évoquais avec vous tout à l'heure. C'est beaucoup plus compliqué, c'est parfois plus opaque. Et ce que je montre dans mes travaux, c'est que toutes les dérogations mathématiques ont pour conséquence de tirer un peu l'inflation vers le bas, c'est-à-dire que si aujourd'hui on mesurait l'inflation comme on la mesurait, disons, au début des années 50, l'inflation serait beaucoup plus élevée, enfin, elle serait plus élevée, je ne peux pas donner le delta de plus malheureusement, mais elle serait plus élevée qu'elle ne le serait aujourd'hui. Voilà, par exemple, la moyenne géométrique, toute chose égale par ailleurs, c'est nécessairement plus faible qu'une moyenne arithmétique. Voilà, je dis que ça, si vous n'avez pas bien compris le propos, c'est pas très grave, mais on pourra y revenir, je répondrai avec grand plaisir aussi à cet élément-là. Alors voilà, je vous ai présenté, vous voyez, aujourd'hui, c'est une sorte de grosse usine à gaz, en même temps très très importante, avec beaucoup de biens dans ce panier, beaucoup de relevés, mais aussi maintenant du big data. Et tout ça nous donne un indice des prix. Ce qui est intéressant, c'est que cette inflation que j'aurais pu présenter de manière clinique comme je l'ai faite, elle fait face à vraiment des conflits et des controverses énormes. Et c'est ça qui a été l'élément le plus spectaculaire dans les recherches que j'ai conduites pendant plusieurs années autour de la mesure de l'inflation, c'est de voir à quel point elle avait fait l'objet d'un certain nombre de conflits. Et ces conflits permanents, ils sont liés évidemment au fait qu'il y a plein d'usages qui sont faits de la mesure de l'inflation. La mesure de l'inflation, elle indexe le SMIC, alors pas tout à fait exactement la mesure de l'inflation, mais presque. Elle a indexé jusqu'à l'arrivée de M. Macron au pouvoir les pensions, alors ça a été arrêté, puis après c'est revenu, puis souvent avec un peu de décalage.
Il y a des prestations sociales qui sont indexées aussi sur l'inflation. Il y a de la dette, d'ailleurs, qui est indexée sur l'inflation aussi. L'inflation, elle sert pour déflater le PIB, c'est-à-dire pour fabriquer la croissance économique. On a besoin de la mesure de l'inflation. D'ailleurs, moi, je suis arrivée dans cette question-là à partir de cet objectif. Et puis, comme vous le savez sans doute, c'est l'objectif unique de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a pour objectif unique d'avoir une inflation de la zone euro qui soit maintenue dans une cible autour de 2%. Évidemment, on peut dire que la BCE est absolument pas performante si en tout cas on considère que cette cible devrait être la seule cible à atteindre. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a des usages multiples, en particulier ceux de l'indexation, et je vous demande de le garder en mémoire parce que je vais y revenir, qui marquent dans l'histoire de la mesure de l'inflation des conflits et des controverses très, très fortes autour de comment on mesure l'inflation. Et donc, il y a deux conflits, à mon avis. Les deux conflits que j'ai identifiés, c'est un conflit autour de la redistribution. Je le fais très, très simple, mais si vous dites qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est de 6,5%, et qu'en fait, si on mesurait autrement, l'inflation serait plutôt à 8 qu'à 6,5, eh bien, ça a évidemment des effets directs ou indirects sur le pouvoir d'achat des ménages, puisque dans un cas, par exemple, les syndicats vont dire « je réclame 8% puisque l'inflation a été de 8%. » Dans l'autre cas, quand vous avez des salaires minimums qui sont indexés directement, eh bien, s'ils n'obtiennent que 6,5% de croissance, ils vont avoir une baisse de leur pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, il y a vraiment des effets redistributifs absolument considérables et qui ont marqué l'histoire et ont fabriqué une forme de fébrilité autour de la mesure de l'inflation. Mais de mon point de vue, c'est peut-être ça où j'ai un peu d'originalité par rapport à d'autres travaux, c'est que il me semble qu'il y a aussi un conflit autour de qu'est-ce qui compte. Ça a fait résonner avec l'intitulé de la conférence. Qu'est-ce qui compte dans ce qu'on a envie de compter? Et là, c'est tout ce qui tourne autour du traitement de la qualité sur lequel je vais revenir ensuite. Donc, je reviens sur ces deux éléments, le conflit autour de la redistribution et puis ensuite le conflit autour de ce qui compte. Et je vous renvoie, petite pub en passant, à mon ouvrage L'indice des prix à la consommation qui est paru en 2019 dans sa version française. Petit repère de la découverte si vous voulez en comprendre plus sur ces éléments de conflit. Donc, premier conflit, le conflit autour de la redistribution. Alors là, plutôt que de faire une grande démonstration mathématique, je vous propose une petite histoire, en fait, qui a été une grande histoire, un conflit qui s'est vraiment passé dans les années 70 et 80 et qui a opposé la CGT, donc la Confédération générale du travail, le gros syndicat, et l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. La CGT, à partir du début des années 70, a décidé de créer son propre indice des prix à la consommation et a eu vraiment une mesure d'inflation alternative, on pourrait l'appeler comme ça. Et ce qui était assez spectaculaire, c'est que cette mesure de l'inflation alternative qu'avait construit la CGT, elle était tous les ans 3 à 4 points au-dessus de la mesure de l'INSEE. Alors, avant de parler des contestations qu'avait la CGT par rapport à la statistique de l'INSEE, vous dire que partout où la CGT était très puissante, en particulier dans la métallurgie dans les années 70 et 80, eh bien, les syndicats, la CGT et parfois les syndicats qui l'accompagnaient, réussissaient dans ces secteurs d'activité réussissaient à obtenir des augmentations de salaire qui étaient beaucoup plus proches de la mesure de l'inflation de la CGT que de la mesure de l'inflation officielle de l'INSEE. D'ailleurs, la CGT appelait l'indice de l'INSEE l'indice du patronat, puisqu'elle considérait que ça tirait un petit peu trop les salaires vers le bas. Alors, pourquoi au début des années 70? Parce qu'on a commencé, enfin, dès les années 50, mais surtout les années 70, on a indexé les salaires sur les prix. Et donc, d'une certaine manière, les syndicats se disaient, mais si on indexe de manière mécanique les salaires sur les prix et sur l'évolution des prix, mais que cette évolution des prix est mal mesurée, alors on est en train de perdre des batailles autour du pouvoir d'achat. Et donc, elle s'est réemparée finalement de cette question de la donnée de l'inflation en considérant que ça n'était pas si donné que ça et qu'il était possible de mesurer autrement. Et il y avait deux questions, deux contestations centrales de la CGT, et je les évoque maintenant, pas par nostalgie de l'histoire, mais plutôt parce que finalement ça résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui.
Premièrement, le traitement du logement. Comme vous l'avez vu, le logement, il a un poids très faible dans la mesure de l'inflation. 9%, le poids du logement. Alors que, voilà, pour celles et ceux qui parmi vous sont locataires en tout cas, il va de soi que on sait que dans les budgets des ménages, le poids de la location dans l'ensemble des dépenses est plutôt plus près de 20 ou 25% que de 9 ou 10%. Et si on prend, je ne sais pas, le poids du logement pour un étudiant, il est plus près de la moitié de l'ensemble de son budget que de 9%. Et donc, il y a évidemment là un problème central qui tient au fait que l'INSEE considère par convention que l'indice des prix à la consommation, ça ne doit tenir compte que des prix qui sont des biens qui sont consommés par les ménages. Et l'INSEE considère que les biens qui sont achetés par les ménages, et la moitié des ménages français aujourd'hui est propriétaire, eh bien, doit être enlevé de ce panier de biens. Donc, en fait, en gros, on divise par deux presque le poids du budget du fait que la moitié des ménages sont propriétaires, ce qui pourrait être différent. Et par ailleurs, on sait aussi qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans un capitalisme financiarisé, il y a une très, très forte spéculation autour des biens immobiliers et on sait que l'évolution du prix de l'immobilier et donc des loyers qui sont souvent indexés peu ou prou sur le prix de l'immobilier, eh bien, ont des incidences sur le pouvoir des ménages sans que ça soit pris en compte par l'INSEE. Donc la CGT, dès les années 70, avait mis un poids plus important dans son indice alternatif au logement par rapport à ce que ne le fait la statistique officielle. Et puis le traitement de la qualité, très, très important. Par exemple, la CGT contestait, alors je vais essayer d'être précise, la CGT contestait le fait que s'il y avait de la variation de la qualité, celle-ci serait choisie par les ouvriers ou par l'ensemble des ménages, parce que l'INSEE raisonne ainsi, si lorsqu'un prix augmente, non pas par inflation, mais parce que la qualité augmente, alors on ne doit pas considérer que c'est une évolution inflationniste, mais on considérera que c'est une évolution de la qualité. Donc, si vous voulez, quand vous observez une évolution de prix, il se peut que parfois, ça soit parce que la qualité du produit est augmentée. Par exemple, si votre baguette passe d'une farine ordinaire, conventionnelle, à une farine bio, eh bien, évidemment, le prix de la baguette, on peut considérer qu'il a évolué dans le temps. Évidemment, la question se pose de savoir, est-ce que c'est un autre bien? Est-ce que c'est le même bien dont la qualité évolue? Ça, ce sont des questions évidemment extrêmement importantes. Mais pour le faire court, en tout cas, la CGT dit, de toute façon, sur le marché, le consommateur est très, très rarement souverain. C'est rarement lui qui choisit la qualité. La qualité, elle est dictée plutôt par l'offre. Ce sont les autres imposent des variations de qualité et ils ont évidemment en tête les transformations dans le textile à l'époque, dans les années 50 à 70, l'arrivée de ces fibres plus chimiques et moins naturelles, ou bien évidemment l'imposition de normes technologiques par les offreurs. Quand vous achetez un ordinateur qui devient extrêmement complexe avec des tas de fonctionnalités, certaines d'entre elles ne sont pas choisies par vous, mais simplement vous n'avez pas le choix. Téléphone portable, c'est aussi un très bon exemple. L'offre est contrainte d'une certaine manière, enfin la demande est contrainte par la qualité qui est imposée par les entreprises. Et donc pour toutes ces raisons, eh bien, la CGT a pendant 20 ans produit un indice alternatif et dans un certain nombre de cas a pu jouer là-dessus. Alors, toujours sur le conflit de redistribution, dans les années 2000, donc on est un peu plus tard, j'ai fait un saut dans le temps, il y a des auteurs, Moiti Rochefort, qui étaient à l'époque au Crédoc, qui avaient fait une proposition d'une pluralité d'indices de prix, donc d'une pluralité de mesures d'inflation qui auraient répondu à des usages différents. Ils proposaient qu'on mesure une inflation pour la BCE et sa cible, une inflation pour lorsqu'on veut déflater le PIB, l'inflation pour les personnes au SMIC, etc., etc. Et là, il y a vraiment une magnifique réponse de Jacques Delplat, qui est un banquier de l'époque et qui répond à ce rapport en disant la chose suivante. Le gouvernement veut-il vraiment que la Banque centrale européenne prenne en compte pour sa politique monétaire des indices de prix qui montreraient une inflation significativement plus élevée que celle de l'inflation actuelle? De tels indices qui montreraient une inflation plus forte
demanderait une réévaluation des minima sociaux et des prestations sociales. Alors cette phrase, elle est magnifique parce qu'elle montre que pour les banquiers, le fait qu'on mesure avec un delta supplémentaire l'inflation, eh bien, aurait une incidence directe sur la redistribution et en particulier sur toutes ces grandeurs économiques qui sont indexées directement sur l'inflation. Et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes à celles et ceux qui ne veulent pas mettre d'éthique ou de justice sociale à l'intérieur des évaluations. Et dernier point sur le conflit autour de la redistribution, c'est que, évidemment, comme vous le savez, les inégalités, elles dépendent du revenu nominal. C'est-à-dire qu'il y a de l'inégalité dans la société parce qu'un cadre supérieur va gagner plus qu'un ouvrier. Bon, en tout cas, une inégalité économique. Mais donc les inégalités dépendent du niveau du revenu nominal, mais elles dépendent aussi de l'ampleur de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose dont on est en train de reprendre conscience, même si moi je l'avais déjà évoqué ici ou là. Et l'inflation a des impacts différenciés selon les catégories socio-professionnelles. Alors, elle a déjà un premier impact différencié du fait que lorsque le prix des produits alimentaires augmente, bon, bah, sur un ménage qui a une épargne extrêmement élevée ou qui peut jouer en bourse une partie de son patrimoine ou de ses économies, eh bien, sans doute que ça a un impact beaucoup moins élevé que quelqu'un qui est tout le temps endetté et qui n'a aucune marge de manœuvre sur son pouvoir d'achat. Mais de manière plus précise, il y a donc un effet qu'on appelle coefficient budgétaire, puisque comme vous le savez, l'alimentation, j'ai dit qu'elle était autour de 15% dans le coefficient budgétaire des ménages, mais l'alimentation, elle est beaucoup plus élevée, le poids de dépenses des ménages, ce coefficient budgétaire est beaucoup plus élevé pour les catégories socio-professionnelles les plus basses et beaucoup plus faible pour les catégories professionnelles les plus élevées. C'est presque 5 points d'écart, donc c'est pas du tout négligeable. L'énergie, c'est pareil, mais évidemment, c'est pas nécessairement les plus pauvres et les plus riches, c'est selon que vous habitez plutôt dans des zones très, très urbaines ou dans des zones rurales, le poids de l'énergie va être très différent dans votre budget, mais général. Et donc, ça va avoir des incidences vraiment inégales dans le budget, dans votre budget. Et il y a un autre élément absolument essentiel qu'on appelle l'effet de gamme et qui est souvent mis sous le tapis. C'est-à-dire qu'il y a des différentiels d'évolution des prix au sein d'une même catégorie de produits. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait 1100 variétés de produits qui étaient identifiées par l'INSEE et dont elles suivaient l'évolution dans le temps. Mais d'abord, ce n'est pas toujours les mêmes circuits de distribution selon qu'on est riche et pauvre. Je le fais un peu vite. Ce n'est pas la même qualité. Quand on consomme des tomates, les riches et les pauvres ne consomment pas les mêmes tomates. Ce ne sont pas les mêmes standards. Et l'INSEE ne s'est pas donné les moyens de travailler avec des données très fines. Et elle en reste à un niveau où finalement, à l'intérieur d'une même catégorie de biens, il peut y avoir un effet de gamme important. Et Jaravel, qui est un économiste qui travaille aux États-Unis, Xavier Jaravel, a bien montré que sur la période 2004-2015, si on tient compte de cet effet de gamme, alors l'inflation des 25% les plus pauvres avait été beaucoup, beaucoup plus élevée que celle des 25% les plus riches, par exemple. Et tout cela, je voudrais ajouter un dernier effet qui, à mon avis, est vraiment très, très important, c'est un effet sur l'équilibre social. C'est-à-dire que quand on a, et là je reviens sur mon deuxième graphique, où lorsque je vous ai dit que l'inflation des produits alimentaires était la plus élevée depuis 60 ans. Donc on est vraiment dans une situation quasi inédite, quoi, en tout cas à l'aune de notre propre mémoire ou de notre propre expérience. L'inflation des produits alimentaires, ce n'est pas n'importe quelle inflation. Une bonne partie des révoltes populaires du passé ont été liées à une explosion des prix alimentaires. Dans l'histoire, le blé, mais aussi parfois l'essence, etc. Alors, l'essence, ce n'est pas alimentaire, on est d'accord, mais en tout cas des biens de première nécessité, on pourrait dire. Alors, ça n'affecte pas seulement le pouvoir d'achat des ménages, le fait que ce soit une inflation de produits alimentaires, mais ça touche véritablement à l'équilibre social et ça fait l'objet de revendications
revendication d'un retour à des prix justes, beaucoup plus que sur d'autres produits, parce que d'une certaine manière, évidemment, on est dans l'ordre non seulement de la survie, mais aussi de la symbolique de pouvoir arriver à joindre les deux bouts pour se nourrir soi et les siens. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dont on ne prend pas suffisamment la mesure, et c'est la raison pour laquelle j'étais ravie que le réseau des CIVAM me propose d'intervenir là-dessus. Je vous avais dit qu'il y avait deux types de conflits, un conflit autour des redistributions et puis un conflit autour de ce qui compte. Alors là, pour cela, il faut que je vous rappelle que l'évolution de la mesure de l'inflation, elle nécessite que le panier de biens que vous étudiez, il soit de qualité stable dans le temps. Et quand la qualité n'est pas stable, eh bien, l'INSEE est obligé de traiter cette qualité. Et la qualité, elle va dire, si un bien, par exemple, si un ordinateur, c'est parce que j'en ai un devant moi que je pense à lui, hein, mais si un ordinateur augmente de 20%, si l'INSEE arrive à montrer que les 20% sont liés au fait qu'il y ait plus de fonctionnalités, qu'il soit plus ergonomique, qu'il soit d'une couleur plus chatoyante, que sais-je encore. Donc, vous voyez toute la subjectivité qu'il y a là-dedans, mais on va y revenir. Eh bien, peut-être en gros, on dira que le produit que vous avez acheté n'a pas augmenté, même si vous avez acheté un produit d'une qualité enfin un produit d'un prix supplémentaire, parce que tout sera attribué à un effet qualité. Et donc, la qualité, elle joue, si vous voulez, comme une sorte de décote sur la mesure de l'inflation. Or, là, pour le coup, la qualité, elle est très située historiquement et spatialement. Par exemple, j'ai lu un article dans Économie et statistique au début des années 90, précisément autour de la mesure de l'inflation et du traitement de la qualité, et le statisticien de l'INSEE disait « Il va de soi que lorsque nous avons des tomates disponibles toute l'année dans nos étals, et c'est un supplément de qualité pour l'ensemble des consommateurs. » Cette phrase-là, aujourd'hui, ne serait plus possible. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prise de conscience collective et des manières et des nouvelles normes de représentation de la qualité qui font que des tomates qui sont disponibles toute l'année ne sont pas nécessairement considérées comme un supplément de qualité. Alors, est-ce qu'il y a une ontologie à la qualité? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui énonce la qualité. C'est-à-dire, qui va dire que tel bien a une qualité supplémentaire. Et au fond, c'est la même question que de se poser celle de qui décide de ce qui compte. C'est que si on vous dit que votre ordinateur il a des fonctionnalités supplémentaires, mais que vous les utilisez jamais, ça va peut-être compter pour celui qui vous vend les fonctionnalités supplémentaires, mais ça ne va pas du tout compter pour vous. Donc, il y a des conflits de subjectivité. Et de mon point de vue, et je vais y revenir juste maintenant, il y a une confusion aussi de la part de la statistique publique entre le descripteur et le prescripteur. Alors, je sais bien qu'une partie d'entre vous êtes des offreurs, mais voilà, vous n'êtes pas non plus n'importe quel type d'entreprise. On peut y revenir dans la discussion, mais il y a une confusion entre le descripteur et le prescripteur parce que, en gros, l'INSEE est très, très dépendant des agences marketing et de l'agro-industrie sur les produits alimentaires qui vient décrire elle-même ses propres produits. Alors, je prends un exemple. On prend souvent mon exemple paradigmatique de la bolognaise. Vous avez une bolognaise dont le produit a augmenté de 26% et la seule différence, si on faisait le jeu des 7 différences entre ces deux produits, c'est que l'un avait 8% de bœuf et il est passé à 10% de bœuf et l'un qui s'appelait bolognaise s'appelle dorénavant bolognaise riche ou enrichie. Alors, que faire de cette variation de produits? Premièrement, on pourrait considérer que c'est un nouveau produit, mais la statistique publique ne considérera pas que c'est un nouveau produit étant donné la manière de packager l'ensemble de cet élément. Deuxième élément, considérer que les 26% de croissance sont liés au passage de 8% de bœuf à 10% de bœuf. Et donc, dans ce cas-là, l'INSEE considère qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix, mais que le prix est resté stable parce que toute la variation des 26% peut s'expliquer par de la variation de qualité. Et puis, on peut considérer, au contraire, qu'il y ait une partie qui soit liée à une inflation, un effet inflation, et l'autre partie à un effet qualité. Mais vous voyez bien que vraiment, la statistique publique, elle marche sur des œufs parce qu'en gros, on peut dire qu'on est en quelque part entre 0 et 26% d'inflation, le reste pouvant être expliqué par un phénomène de croissance de la qualité. Et puis, dernier point, bolognaise riche, enrichie, 8% de bœuf, 10% de bœuf. Bon, moi qui suis végétarienne, déjà, ça ne me parle pas beaucoup, mais bon, de toute façon, je n'irai pas acheter ce produit-là. Mais plus sérieusement,
c'est plutôt, peut-être que la bolognaise a été enrichie en bœuf, mais peut-être que dans le même temps, cette industrie agroalimentaire a dégradé la qualité des tomates. Mais évidemment, si elle a dégradé la qualité des tomates, elle ne va pas l'écrire dans son produit qui a quand même comme objectif de description d'être justement une prescription, c'est-à-dire de faire vendre davantage plutôt que d'être simplement un descriptif de la variation de qualité. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses absolument, enfin on ouvre là un abîme de discussion extrêmement importante sur qu'est-ce qui compte dans ce qui va compter, qu'est-ce qu'on va compter comme étant un élément de la qualité, qui va énoncer cette qualité, et là il y a des conflits de subjectivité, et souvent il y a une confusion entre le descripteur et le prescripteur. On ne décrit jamais de manière très objective, souvent le prescripteur va insister pour que vous puissiez acheter le produit. Et la statistique publique est très, très dépendante de l'ensemble de ces logiques que je viens d'évoquer. Le conflit des conventions, de ces conventions un peu de qualité, elle est redoutable encore plus dans le cas du verdissement des produits. Par exemple, si on passe d'une voiture à énergie fossile thermique à une voiture électrique, eh bien, ça va avoir normalement un impact neutre dans l'indice des prix à la consommation parce que l'INSEE va considérer que c'est un nouveau produit. Alors, c'est un nouveau produit, même si de la part des consommateurs, évidemment, ça peut être considéré comme quelque chose qui aura un prix bien supérieur à ce qu'elle aurait pu acheter si elle était restée sur une voiture thermique. Et donc après, il faudra attendre de voir comment vont évoluer les prix des voitures une fois dans le panier de biens. Si le prix de ces voitures baisse, alors ça va avoir un impact négatif sur l'IPC. Et puis si ça augmente, bah, ça aura un impact positif sur l'IPC. Et la qualité verte, elle se pose vraiment de manière énorme. Alors, je vous donne quelques exemples pour pas trop dépasser le temps, mais ça va, j'ai encore un tout petit peu de temps. Donc, si je prends la mesure de la qualité et que je l'étudie à l'aune de ce qu'on peut appeler l'anthropocène ou à l'aune des gros enjeux de l'écologie. Alors, parfois, la qualité écologique des biens, elle est déjà prise en compte. Par exemple, quand cette qualité quand elle est incorporée dans des labels et des normes, elle est prise en compte et en règle générale, ça devrait conduire à une progression de l'inflation. Par exemple, le blanc, des produits blancs que vous achetez, on va prendre un congélateur ou un réfrigérateur. Maintenant, vous avez ces catégories de biens qui sont déclinées selon le type d'émission de gaz. Donc, catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie A, B, C, D, E, etc. etc. Et donc, il y a une possibilité de tenir compte de cette caractéristique de la qualité à l'intérieur de ces biens. Mais parfois, il peut y avoir une confusion entre prescription et description. Et puis, comme vous le savez sans doute, c'est très vrai sur le bio, par exemple, vous avez des rapports de force extrêmement importants dans l'élaboration des labels. C'est très vrai sur les Nutri-Score, c'est très vrai sur des tas de labels qui viennent ensuite équiper le marché. Et donc, c'est quand même compliqué de considérer que ces labels, ces normes ou ces éléments un petit peu qui viennent reconnaître la qualité verdie ou écologique ou écologisée d'un certain nombre de produits, qu'ils soient alimentaires ou pas, va être une objectivation pure et simple, sans conflit, autour de cette question. Et puis, dernier point que j'ai lu très récemment dans le rapport Pisani-Ferry de 2023 autour du changement climatique, page 126 si ça vous intéresse, les guidelines internationaux disent la chose suivante à propos des stratégies de politique publique. Ils disent qu'en l'état des guidelines, enfin des manuels un peu internationaux de la statistique publique, parce qu'il n'existe pas de manuel national, mais il existe des grands manuels internationaux, mais qui ne disent pas grand-chose de ce qui se passe sur la mesure française, mais ils disent quand même que si la hausse des coûts liés à la prise en compte des enjeux écologiques, si elle est induite par une nouvelle règle, c'est-à-dire si on met en place une nouvelle règle qui vient interdire tel ou tel produit, alors on va considérer que c'est un effet qualité et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'évolution de l'inflation. Et par contre, si la hausse des coûts, elle est induite par un supplément de taxes, alors ça sera directement un effet inflationniste. Donc il peut y avoir une mesure de l'inflation qui peut être très très différente selon que l'on traite
la question écologique par des nouvelles réglementations et des interdictions, ou si on règle la question écologique par des signaux prix, comme on les appelle, c'est-à-dire par des augmentations de taxes carbone ou des choses comme ça. Et donc sur le bio, par exemple, si c'est un nouveau produit, on va considérer qu'il n'y a pas d'effet sur l'inflation, mais que ça va rentrer dans l'effet volume. Et si on considère que le produit est amélioré et s'il est plus cher, alors ça va intervenir dans l'inflation. Et à vrai dire, on ne sait pas toujours comment fonctionne l'INSEE là-dessus. Sur le bio, elle n'a jamais écrit aucune note qui nous permet de savoir si le bio est considéré comme une pression inflationniste pour le consommateur ou si le bio est considéré comme un produit différent pour le consommateur, et auquel cas, ça n'interviendra pas comme une mesure inflationniste. Ensuite, qui plaide quoi? Alors, parce que vous voyez, donc quand j'ai regardé moi toute cette histoire des conflits inflationnistes, j'ai identifié que depuis le milieu des années 90, il y a ce qu'on appelle le rapport Boskin, qui est un rapport qui a été publié aux États-Unis, qui était extrêmement médiatisé et qui a réclamé des grandes transformations dans la manière de mesurer l'inflation, en particulier en considérant qu'on sous-estimait énormément les progrès de la qualité. Boskin disant que, par exemple, il y avait peut-être de la pollution, mais que tout ça était en passe d'être réglé. Vraiment, il est irénique concernant l'évolution des questions écologiques. Il parlait aussi des questions d'insécurité, enfin voilà, etc., etc. Et la commission Stiglitz-Fitoussi en France, en 2009, a reproduit un rapport qui finalement est un peu dans la continuité du rapport Boskin et remet un petit peu ces éléments un petit peu de traitement de la qualité sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce que disent en gros les syndicats et les économistes, mais pas moi, d'autres économistes, ceux qui sont plutôt dominants dans le champ, ce que je ne suis pas. Alors les syndicats, eux, ils sont plutôt sur l'hypothèse que l'inflation, elle est sous-estimée et qu'on surestimerait l'évaluation de la qualité. Ils ne le font pas vraiment sur une base écologique, mais ils le font plutôt en disant qu'il faut mieux redistribuer et que, voilà, d'ailleurs, la CGT aujourd'hui est en train de se tâter pour savoir s'il ne devrait pas relancer un indicateur alternatif de l'inflation, dont j'imagine il montrerait qu'elle est supérieure à celle de l'inflation officielle. Enfin, vous savez quand même, l'inflation telle qu'elle est mesurée par Eurostat de la France, elle est 1,5 à 2 points supérieure à celle qui est produite par l'INSEE aujourd'hui. Donc, on sent qu'il y a une sorte de... Il faudrait mieux travailler sur une fourchette de mesure de l'inflation que sur une inflation considérée comme l'alpha et l'oméga de la vérité. Et quant aux économistes plutôt dominants, eux, ils plaident l'idée que l'inflation, elle serait totalement surestimée aujourd'hui parce qu'on sous-estime complètement l'évolution de la qualité. Ce sont souvent des technophiles aussi ou des techno-optimistes qui disent mais vous ne vous rendez pas compte à quel point tous les produits sont traversés par des grandes innovations et la statistique publique n'arrive pas à tenir compte de cette évaluation, de l'évolution de cette qualité, en particulier technologique. Donc, vous voyez, il y a des tensions très, très fortes. Alors, c'est plutôt des tensions et des controverses, mais plutôt à pas feutrer. Je ne suis pas sûre qu'un certain nombre de ces controverses, vous les connaissiez, mais elles sont quand même très, très importantes parce qu'à la fois, elles disent quelque chose de ce qu'on compte et de ce qui compte dans ce qu'on compte, et puis elles ont des effets redistributifs extrêmement forts. Et par ailleurs, l'inflation à laquelle on est confronté aujourd'hui est une inflation assez particulière avec une évolution des prix alimentaires ou agroalimentaires qui est vraiment spectaculaire par rapport aux autres biens. Et surtout par rapport à l'histoire. Alors, j'en viens à mon dernier point. Je promets de tenir dans les 6-7 minutes qu'il me reste, verdir les budgets pour vivre une vie décente. Alors, de quoi veux-je parler ici? Si vous voulez, il y a un certain nombre de travaux internationaux qui interrogent le fait qu'on travaille sur des seuils de pauvreté qui soient à 60% du revenu médian, qui sont uniquement, qui sont des conventions sur ce qu'on va appeler une personne pauvre ou une personne pas pauvre, et qui va avoir des incidences sur le fait que ces personnes pauvres vont pouvoir éventuellement bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales ad hoc. Mais c'est aussi, il y a un certain nombre de chercheurs qui se demandent si le salaire minimum permet aux gens de joindre les deux bouts, ou a fortiori si le RSA permet aux personnes de joindre les deux bouts. Et ils se sont engagés sur des budgets de référence qu'on appelle aussi des budgets pour vivre une vie décente. Ils sont à l'initiative en France menée par ce qu'on appelle l'OMPES, Feu l'OMPES
parce que ça n'existe plus, qui est Observatoire national de la pauvreté et des exclusions sociales et qui a été remplacé par le Conseil national de lutte contre les exclusions. Ce sont des travaux qui visent à dire il n'appartient pas aux experts de dire seuls ce qu'est un niveau juste pour vivre, un niveau décent. Puisqu'à partir du moment où on tient compte de l'idée de la décence, alors on fait intervenir des représentations de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est désirable. Bon, la mesure de l'inflation est déjà une mesure très politique, mais les budgets de référence aussi, et ils ne se le cachent pas. Et donc, ils ont proposé à des citoyens de produire des budgets de référence par des processus itératifs, c'est-à-dire en travaillant aussi de concert quand c'était nécessaire avec des experts, selon un protocole de construction de ces budgets de référence d'une manière vraiment remarquable. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des groupes de citoyens qui ont produit des budgets de référence sur la région parisienne, mais aussi dans des villes de taille moyenne en France. Et on peut dire que ces exemples de budgets de référence ou de budget pour vivre une vie décente sont vraiment des exemples remarquables de ce qu'on peut appeler la démocratie de la mesure, c'est-à-dire une reprise en main des citoyens sur avec quoi, de quoi on a besoin pour vivre, sans passer par ces grosses usines à gaz, par exemple de l'INSEE pour l'inflation, ou par exemple de la manière par laquelle la mesure du SMIC est construite aujourd'hui, ou la mesure du RSA. Et donc, en gros, je cite pour être très précise, le budget de référence, ça vise un niveau de vie modeste mais adéquat, et il doit permettre aux individus de participer à la vie sociale et de mener une vie décente. Donc, il ne s'agit pas d'être misérabiliste, tout en représentant un niveau de consommation qui soit quand même pas dispendieux, disons. Et le budget est établi pour différents profils de ménages. Donc, vous aviez des groupes, des focus groups qui avaient été mis en place par ce processus itératif, selon les 3 types de villes que j'ai évoquées tout à l'heure, et avec des citoyens qui vivaient seuls, qui vivaient en couple, qui avaient 1 ou 2 enfants, voire plus, qui étaient actifs ou retraités, qui habitaient en rural ou en urbain. Et le budget de référence, il se présente sous la forme d'un panier de biens et services. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de l'inflation d'une certaine manière. Donc, c'est une forme de mesure d'inflation alternative et qui touche à différents aspects de la vie. Une alimentation saine, des vêtements et des chaussures, de l'hygiène personnelle, du logement, de la santé, de la mobilité, de la vie sociale et des besoins spécifiques des enfants. Et alors, ce que montrent les travaux et les résultats de ces travaux des budgets de référence, c'est que le seuil de vie décente, il se situe très, 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 très largement au-dessus du seuil de pauvreté conventionnel qui, comme vous le savez, est fixé à 60% du niveau de vie médian. Et donc, ce que met en avant ces budgets de référence, parmi d'autres résultats, c'est qu'il y a en fait un gros halo de pauvreté avec une frange de la population qui a des ressources modestes et qui fait face à des tensions budgétaires extrêmement élevées pour boucler les fins de mois. Et les pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont sous les 60% du revenu médian, plus les modestes non pauvres qui sont pris en compte lorsqu'ils sont sous le seuil de vie décente, ainsi constitué par ces budgets démocratiquement construits, et qui sont en insuffisance budgétaire pour mener une vie convenable, eh bien, ça représente 35% de la population en France. 35%, un tiers de la population, vit dans une forme de halo de pauvreté si on tient compte de ces budgets de référence construits dans une forme de démocratie de la mesure. Il y a une influence évidemment décisive du lieu de vie sur le risque d'un certain nombre de manques. Et dernier point, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les budgets de référence avaient été au départ menés dans les années 2015 pour les premiers travaux menés par l'IRES et l'OMPES, et tenaient pas compte véritablement, même s'ils tenaient compte de l'idée d'une alimentation saine, tenaient pas tellement compte du fait que les enjeux écologiques devenaient des enjeux majeurs. Et donc, le CREDOC et l'ADEME sont en cours de travail, enfin, ils sont en train de publier un travail sur le verdissement de ces budgets de référence. Que se passerait-il si on travaillait sur des budgets de référence qui seraient des budgets de référence qui tiendraient compte de la soutenabilité de ce que nous consommons autant que faire se peut, avec 2 objectifs suivis. Quelle est aujourd'hui la part de l'accès à des produits qui seraient plus écologiques ou écologiquement friendly, comme on dit,
mais pour l'instant sans changer, sans demander aux ménages de changer leur comportement de distribution. Et quel serait le coût de l'accès à un budget de référence qui serait donc décent socialement et décent écologiquement, ce que je trouve vraiment tout à fait remarquable. Alors là, je vous donne des résultats tout à fait inédits, mais je ne les ai pas produits moi-même, mais j'ai fait partie du conseil scientifique de ce travail mené par l'ADEME et le CREDOC. Et donc, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est qu'au total, entre 37 et 61%, je me suis limitée aux biens alimentaires, j'ai pensé que ce serait quelque chose qui vous intéresserait le plus. Entre 37 et 61%, donc disons entre un tiers et deux tiers des produits alimentaires sont aujourd'hui accessibles à quelque chose qui serait autour du bio selon les labels qui ont été validés par l'ADEME. Donc le coût d'accès, voilà, il y a quand même pour au moins un tiers des produits, il n'y a pas d'alternative, en tout cas de la part de l'offre, selon ce travail, et en tout cas dans le panier de biens qui permet aux gens de vivre une vie décente. Et au total, pour les biens alimentaires verdissables, il faut compter un surcoût entre 65 et 80%, nous dit le CREDOC et l'ADEME dans un travail qui est à paraître. Je laisse ça à votre sagacité. Je conclus en 2 points. Les mesures statistiques sont conventionnelles. Alors, c'est une mauvaise et une bonne nouvelle de mon point de vue. Conventionnel, ça veut dire que les choses pourraient être autrement. Donc, mauvaise nouvelle parce que ça interroge parfois la solidité de ces mesures statistiques et la convention est devenue tellement une convention partagée qu'elle est solide en tant que telle. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet aussi de réouvrir le champ des possibles et de se dire que ces mesures statistiques pourraient être mesurées autrement. Le deuxième point, les mesures statistiques, que ce soit sur le PIB, la croissance, la dette et l'inflation, sont toujours le fruit de disputes et de controverses, en particulier du fait que ces mesures, elles ont des effets de redistribution, mais elles ont aussi des effets sur ce qui compte et ce qui est digne d'être compté. Le passage au bio, la qualité des fonctionnalités de votre ordinateur, le passage de produits textiles, coton à des produits synthétiques, qu'est-ce qui compte et est-ce que tout supplément d'innovation devrait être considéré comme un supplément de qualité? C'est vraiment une question normative absolument essentielle. Et qui décide de ce qui compte? Et donc, il me semble que démocratiser les mesures peut être quelque chose d'absolument important, à la fois en déconstruisant l'existence, que j'essaye de faire d'une manière la plus humble possible, et parfois aussi en produisant des argumentaires pour développer d'autres indicateurs, d'autres manières de faire, etc., etc. Et je termine sur cette citation de Sophie Dubuisson-Kellier: les enjeux et les conflits de valuation ou d'évaluation sont des mécanismes absolument importants de la transformation du capitalisme. Et je pense, j'ajouterais, que nous avons chacun notre part à jouer là-dedans. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.